Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de la ministre, ce qui me donne non seulement l'opportunité, mais le plaisir de venir à votre rencontre pour ce 7e congrès, c'est ça, 7e congrès de votre organisation syndicale. C'est le dernier congrès comme secrétaire général de Michel Rosenblatt. Je voudrais, devant vous, lui dire toute la reconnaissance que les équipes de la Direction générale de l'offre de soins lui portent. Il a porté lui-même très haut la représentation de votre profession et de vos revendications. C'est un parfait connaisseur des textes, c'est un parfait défenseur de vos positions et au-delà de cela, sa contribution, son souci d'amélioration est toujours empreinte et a toujours été empreinte du portage des valeurs qu'il représente. Et je voudrais lui souhaiter une bonne route après l'exercice de ces nombreuses années dans ses fonctions de responsable. Je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier, tous ceux d'entre vous qui, dans le cadre de votre organisation syndicale, participaient à nos réunions de consultation, de concertation, de travail, de concertation formelle et informelle qui nous permettent de vous écouter, d'enrichir, de prendre en compte ou en tout état de cause, d'avoir une plus grande conscience dans l'adaptation que nous devons avoir sur nos textes et nos mesures. Je voudrais par ma présence témoigner la volonté d'écoute, le respect, la reconnaissance que notre ministère, plus porté en ce qui vous concerne par la Direction générale de l'offre de soins, apporte à votre mobilisation, celle de tous les corps qui sont représentés dans votre organisation syndicale. Votre mobilisation, votre engagement, votre extraordinaire mobilisation pour les réformes engagées, pour donner du sens à l'action qui est celle des cadres, des managers que vous êtes dans cette salle. Cette extraordinaire mobilisation, vous en avez fait preuve pour la réussite de la création des groupements hospitaliers de territoire, j'y reviendrai. Cette extraordinaire mobilisation et cet engagement, vous en avez fait preuve et vous l'avez montré dans les résultats sur la gestion de vos établissements et la réussite d'un certain nombre d'objectifs du plan triennal. Cette extraordinaire mobilisation, vous l'avez montré dans les résultats, les dynamiques sur ce qui est au cœur de notre action, la qualité et la sécurité des soins envers les patients. Votre mobilisation, votre engagement, vous en avez fait preuve pour améliorer la performance de nos établissements. Mais comme le disait un de vos représentants lors d'une récente réunion de consultation sur la qualité de vie au travail, ce qui caractérise quand même les établissements de santé et médico-sociaux, c'est qu'il ne peut pas y avoir de performance économique, de performance stratégique, s'il n'y a pas de performance sociale. Et cette fonction extraordinaire, qui est celle du manager, du cadre supérieur, du directeur, elle est bien d'intégrer à la fois cette obligation de performance, de positionnement, de stratégie, de développement d'activité, cette performance économique et sociale, mais cette performance économique, mais également la performance sociale.
La responsabilité du manager, elle est sur la gestion, elle est sur la qualité, elle est sur les organisations, elle est sur le positionnement stratégique, elle est sur l'équilibre des comptes. Et venir aujourd'hui vous saluer, c'est aussi venir vous témoigner que nous savons au ministère que vous êtes l'acteur et le lien de confiance dans les établissements. Nous savons que la multiplicité des contraintes qui sont les vôtres aujourd'hui rendent très difficile l'exercice de vos fonctions qui consiste à intégrer les contraintes et que le contexte, la situation rend difficile et par ailleurs mérite la reconnaissance dont je vous ai parlé et que j'ai témoigné tout à l'heure. Et il ne s'agit pas pour nous de nier cette difficulté. J'ai bien entendu dans le discours de Michel Rosenblatt, deux mots sont beaucoup revenus, les limites et les incertitudes. Les limites, selon le sens que je comprends, que à force d'efforts, à force d'optimisation, le système est, si ce n'est à la limite, en tout cas au bout d'un certain nombre de certaines mesures d'action. C'est vrai que les solutions, et nous le savons, ne passent pas que par l'optimisation, parce que les besoins de santé de la population croissent, parce qu'ils ne s'expriment pas de la même façon et qu'ils évoluent, alors que les coûts de la tendance naturelle des dépenses de santé à l'hôpital et en ville, et tout particulièrement à l'hôpital ou un établissement médico-social, cette tendance naturelle va plus vite que le niveau de la dynamique des dépenses de santé que l'État peut supporter et des objectifs en ce sens qui sont fixés au ministère de la Santé. Et nous savons donc avec vous qu'il n'y a pas que l'optimisation des marges, mais qu'il y a également des marges de progrès dont vous témoignez de l'initiative et de la dynamique dans vos établissements. Pour ce qui nous concerne, les marges de progrès sur lesquelles nous avons lancé le travail, c'est le signal de la formation, qui est au cœur de la modernisation. La formation, je ne donne que quelques exemples, dans le cadre de la formation de l'apprentissage du 3e cycle des études médicales, la formation avec les projets d'universitarisation des professions paramédicales dans le cadre de la grande conférence de santé, les marges de progrès qui ne sont pas que les marges statistiques, avec le travail que nous allons débuter sur la question des pratiques avancées. Les marges de progrès, c'est également reconnaître un des éléments fondateurs les plus importants de la loi de modernisation de notre système de santé, c'est reconnaître qu'il y a dans nos territoires des inégalités sociales et territoriales et que le positionnement de l'offre ne doit justement pas venir aggraver les inégalités sociales qui s'inscrivent déjà dans des inégalités territoriales. Cette volonté d'articulation entre tous les acteurs de l'offre de soins, que ce soit des acteurs de ville, que ce soit des acteurs du domicile, que ce soit les acteurs du médico-social, que ce soit les acteurs de l'hospitalisation, est une marge de progrès considérable. C'est non seulement une marge d'optimisation des actions qui sont engagées dans un territoire, ce n'est pas à cela que je veux faire allusion, c'est une marge de progrès social, de prise en compte des besoins des patients et de nécessaire redéploiement de l'offre en ville, de l'offre à l'hôpital, de l'offre au domicile avec la préférence domicile. Cette génération aujourd'hui que vous représentez, tous âges confondus,
a un extraordinaire défi et challenge devant elle. C'est que la réponse aux besoins de santé mouvants et croissants des patients ne va pas passer que par les réponses de structures que nous connaissons aujourd'hui. Et cela, vous le savez, et nous le savons aussi. Et de ce point de vue, les groupements hospitaliers de territoire ne sont pas la énième mesure d'optimisation. À côté du mot « limite », il y a celui des incertitudes. Incertitudes nées souvent, classiquement, de textes, de volontés politiques d'un ministre à la rencontre du législateur et de la nécessaire adaptation ensuite. Ce dont la DGOS ne s'est jamais départie, c'est de la volonté de sécuriser votre exercice. Et Michel Rosenblatt a bien relayé vos préoccupations, ce témoignage d'incertitude depuis le mois de juillet, et nous avons essayé, à la Direction générale de l'offre de soins, d'y répondre, non pas tout de suite, mais d'y répondre par la compréhension, la faisabilité d'un certain nombre de scénarios, en faisant le point sur ce qui est juridique et sur ce qui est politique. Et comme il l'a dit tout à l'heure, à la suite des groupes de travail, et je remercie ceux qui sont venus pour représenter votre organisation, à la suite des groupes de travail, des différentes rencontres que nous avons menées et organisées, l'administration que je représente va prendre ses responsabilités dans les textes complémentaires que nous devons prendre. Complémentaires pour sécuriser, dans le cadre de l'esprit de la loi voulue par le législateur et de l'ambition portée par la ministre, sécuriser votre exercice. Nous y reviendrons et nous aurons l'occasion d'y revenir. J'entends ce sentiment ou cette préoccupation de mettre fin à des incertitudes. 2 mots encore sur les groupements hospitaliers territoires, non pas pour vous redire ce que nous nous disons ou ce que je suis souvent amenée à dire depuis quelques mois, mais peut-être affirmer devant vous formellement et solennellement. Les groupements hospitaliers de territoire, ça n'est pas l'accroissement des marges. Les groupements hospitaliers de territoire, quand même, c'est aussi permettre de lutter contre des seuils infracritiques sur un plan économique et financier, des seuils infracritiques sur le plan de l'organisation de la qualité et de la sécurité, des seuils infracritiques sur le plan de la démographie. Les groupements hospitaliers de territoire, c'est plus de complémentarité et moins de concurrence. Et cela doit aussi venir résonner avec une demande de la ministre de travailler pour regarder ce qui peut être possible de sortir de la tarification à l'activité, comme ce qui a été fait sur les hôpitaux de proximité, qui n'est pas parfait, qui n'est pas terminé, sur lequel nous devons continuer à travailler, et notamment, par exemple, en essayant, au-delà de la médecine qui a été protégée dans la réforme de financement des hôpitaux de proximité, essayer de protéger les soins de suite et réadaptation, voire les réanimations, sujets qui sont devant nous. Les groupements hospitaliers de territoire, c'est aussi attention à la proximité. Et c'est ça le sens de la territorialisation. J'ai bien entendu ce qu'a dit Michel Rosenblatt et je le partage. Ça n'est pas parce qu'on ripolline avec le mot de territorialisation que la prise en compte à la fois des besoins des patients, à la fois de la nécessaire gradation de l'offre dans un territoire est réalisée. Je voudrais enfin dire que cette mesure, elle est très certainement la bonne pour les besoins de santé de nos concitoyens dans les territoires et il faut qu'elle soit la bonne pour les professionnels de santé.
les réformes ont un impact sur les métiers, mais les évolutions qui se réalisent dans le secteur de la santé ont aussi un impact sur la nécessaire évolution des métiers. Vous le dites souvent, et nous l'entendons, et je le comprends, cela résonne. La mixité entre le médico-social et le sanitaire, le médico-social, le social et le sanitaire, cela résonne. Oui, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle j'attends, et je ne doute pas, que vont arriver dans les projets médicaux des groupements hospitaliers de territoire des programmes d'action, d'orientation qui vont venir permettre d'optimiser l'articulation entre les établissements médico-sociaux et les établissements sanitaires présents sur un même territoire pour corriger des défauts d'articulation qui existeraient si tant est qu'il en est, mais je crois que c'est encore le cas. La mixité des fonctions, la mixité des besoins, de cette articulation dont je parlais tout à l'heure, est le premier élément des évolutions qui sont déjà intervenues dans les fonctions et qui doivent intervenir dans les fonctions et dans les métiers. Ces évolutions, c'est aussi de nouvelles façons d'exercer. Il y a bien longtemps que le métier de directeur, pour ce qui le concerne, ne relève plus de la simple administration hospitalière. Bien sûr, toujours, ce métier de directeur comportera, je le disais tout à l'heure, les fonctions de gestion, de réglementation, d'organisation, de cohésion, de management social et de dynamique de l'établissement. Mais que seraient les politiques d'encouragement, d'accompagnement, de maintien à domicile? Que seraient les politiques de parcours? Que seraient les encouragements aux innovations, pas seulement technologiques, mais organisationnelles sur le territoire, s'il n'y avait pas non plus une prise en compte dans l'évolution des métiers et des fonctions? C'est à cette évolution des métiers et des fonctions que la ministre a appelé la DGOS, le CNG, le HESP pour organiser avec la Fédération hospitalière de France et avec, et je l'ai souhaité, les organisations syndicales représentant les directeurs mais du sanitaire, du médico-social, les directeurs de soins, c'est-à-dire les trois corps, donc que nous avons été invités à organiser un cycle de séminaires de réflexion. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et j'ai aussi l'occasion de vous entendre, je l'ai encore fait tout à l'heure, je sais, je comprends parfaitement que l'ancienneté de votre revendication sur la fusion des corps ne colle pas dans votre demande avec ce calendrier qui est un calendrier pourtant structurel dans les négociations que la fonction publique hospitalière apporte à la fonction publique et au ministère des Finances, qui est un cycle réflexion métier, travail sur les compétences, travail sur l'ajustement statutaire et négociation statutaire. Je conçois tout à fait qu'il y ait un paradoxe à vous parler aujourd'hui de réflexion sur l'évolution des métiers, alors que depuis des années, vous portez la revendication d'une évolution statutaire. Pour autant, et je vous appelle encore à y réfléchir, pour autant, personne ne peut nier que nous avons besoin aujourd'hui de cette réflexion sur l'évolution des fonctions et donc sur l'évolution des métiers. Nous en avons besoin dans la profession, nous en avons besoin dans le dialogue avec le ministère
Et ainsi que j'ai déjà pu le dire, nous en avons besoin dans le dialogue avec le ministère de la fonction publique. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion et de cette discussion. Le cadre de ces propos, ce sont les propos que votre délégation a apportés avec d'autres organisations syndicales hier devant le cabinet de la ministre. Et de ce point de vue, je voudrais vous dire, au-delà de la question de la fusion des corps, qui était la revendication essentielle que vous avez portée hier, il y a des revendications statutaires des corps de direction. Et comme cela a été dit hier lors de cette ou avant-hier, lors de cette délégation, nous espérons avoir des réponses des ministères de la fonction publique et de la direction du budget avant la fin de l'année. En tout état de cause, ce sujet est porté, et vous en avez eu la confirmation, par le cabinet, autant qu'il est instruit et porté par la Direction générale de l'offre de soins. Je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore pour la qualité de nos échanges, malgré des divergences d'appréciation. Je disais tout à l'heure que dans le cadre des responsabilités qui sont les nôtres, nous allons prendre des textes après les discussions qui vont limiter les incertitudes juridiques sur les groupements hospitaliers de territoire. S'il reste des différends, ils seront politiques, ils ne seront pas juridiques. En tout état de cause, malgré ces différends, les relations que vous entretenez avec la tutelle et les propos, les propositions que vous apportez dans les réunions de concertation sont telles qu'elles nous permettent de travailler non seulement dans la recherche de l'efficacité, mais dans l'écoute et le partage. Et c'était de cela dont je voulais témoigner aujourd'hui. Merci. SAG CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.